Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, il y a les foules qui grondent, mais qui les entend? L'opinion sociale, la colère monte. Le Monde, Macron veut enterrer les 35 heures, les Échos, code du travail, la réforme qui divise le gouvernement. Et puis on tourne le regard vers un pays où le peuple a voté, sans qu'on l'entende davantage d'ailleurs. L'humanité veut encore y croire. Retraite, les Grecs résistent toujours aux créanciers. Mais le Figaro dresse le bilan. Alexis Tsipras, un an après, la Grèce toujours en panne. On commence Natacha avec la morale, les origines de la morale. Et oui, puisque le Parisien reprend à sa une l'affligeante, la terrible histoire de ces 3 lycéennes qui ont humilié les résidents d'une maison de retraite en les filmant avec leur portable. L'article évoque les questions sur l'encadrement des jeunes filles de 16-17 ans, la secrétaire d'État Laurence Rossignol qui parle des interstices dans la surveillance. Étrange conception et qui vient illustrer d'ailleurs le dossier de Philosophie Magazine. Le bien et le mal, ça s'apprend. Le magazine a voulu répondre à ces questions qui nous hantent surtout depuis le 13 novembre. Comment des jeunes gens élevés dans des sociétés démocratiques et pacifiques, fondées sur des valeurs de tolérance et de respect d'autrui, sont-ils parvenus à annihiler toute conscience morale? Alors, il y a bien sûr l'intériorisation des règles. En premier lieu, ces règles de politesse qui permettent sans doute de passer de l'apparence de la vertu à la vertu elle-même. Oui, il faudrait peut-être les rétablir, ces règles. Ça pourrait nous aider. L'helléniste Pierre Judet de Lacombe aussi, qui souligne pour sa part à quel point la confrontation avec les anciens, les Grecs et les Romains, nous permet de faire l'expérience de l'autre et de nous questionner sur notre éthique. La leçon des anciens, dit-il, pourrait être la suivante. Il faut pouvoir s'imaginer comme un autre et non pas seulement tolérer l'autre. Mais les exemples de professeurs de philosophie éveillant des enfants à la réflexion nous offrent un espoir. Cette fillette de 6 ans, par exemple, qui raconte qu'elle avait volé sa meilleure amie et s'était sentie mal et avait remis l'objet à sa place et qui conclut par ces mots « Bien sûr que j'ai envie de faire des bêtises, mais je ne ferai rien de tout ça parce que j'ai la loi en moi. » C'est du Emmanuel Kant, c'est magnifique. Alors sinon, dans Libération, on peut lire une tribune de Julien Coupat, oui, Julien Coupat, développant quelques rêves anarchistes et expliquant qu'il faut en finir avec, je cite, l'idée dérisoire que glisser une enveloppe dans une urne peut constituer un geste politique. Alors si nous avions tous la loi en nous, pourquoi pas? Mais dans l'état actuel des choses, on a comme un doute. Julien Coupat, c'est Tarnac, c'est ça? Oui, c'est ça. D'ailleurs, on ne sait pas s'il serait dans les journaux s'il n'y avait pas eu Tarnac. L'égalité homme-femme, vaste sujet également dans la presse. Oui, puisque c'est à l'école que beaucoup se joue, il est surprenant de constater l'indifférence sur un sujet crucial. Le Figaro revient sur le travail d'un enseignant qui réfléchit depuis des années, dans le silence total, sur ce qu'il appelle la fracture sexuée, le fait que les garçons sont des victimes indirectes de la mixité à l'école. Davantage d'échecs, davantage de violences. Les différences se concentreraient sur la période du collège où la maturité, les références, le besoin de transgresser différencient les filles et les garçons. Pourquoi martyriser les ados au nom de la mixité, s'interroge une chercheuse qui constate bien que le sujet est tabou en France au nom de l'égalité. Direction l'Inde à présent. Mais oui, à l'occasion du déplacement de François Hollande, les journaux s'intéressent ce matin à ce pays travaillé par des tensions communautaires, religieuses. Le Parisien décrit un pays en état d'urgence sur lequel plane la menace terroriste. Mais l'Inde connaît aussi une phase de modernisation sans précédent. Et Le Monde dresse la liste de ces bouleversements, incarnés notamment par la disparition des petits métiers qui animaient les rues. Ben oui, les écrivains publics dont tout l'art consistait à trouver la formule idéale pour une lettre à l'épouse ou à l'amante, c'est pas du tout la même chose. Balayés par la généralisation du portable, il y a 1 milliard d'abonnés en Inde, plus d'écrivains publics donc. Et puis les pleureuses, indispensables à une époque où il était jugé inconvenant que les femmes des hautes castes expriment leur douleur lors d'un enterrement. Bah là aussi, ces pudeurs n'ont plus cours. Les nettoyeurs d'oreilles aussi, vous saviez pas que ça existait, les nettoyeurs d'oreilles, reconnaissables à leur turban rouge et à leur bâton orné d'un morceau de coton, bien sûr. Et puis même des parfumeurs, il y avait des parfumeurs publics qui composaient un parfum à la demande et qui s'insurgent évidemment qu'on puisse utiliser des matériaux synthétiques, c'est une honte. Alors certes, la nostalgie aujourd'hui est considérée comme un crime, mais on peut pas s'empêcher de s'y laisser un peu aller quand on lit ça. Alors vous parlez de François Hollande en Inde, on peut parler également de Nicolas Sarkozy et de tous les autres. Mais oui, alors il y a 2 pages qui se font face dans le Figaro et c'est très drôle. Sur l'une, 2017, et si François Hollande n'y allait pas. Et puis juste en face sur l'autre, Sarkozy, une candidature pas automatique. Donc en gros, on vous explique, pour le président de la République, Solène de Royer nous dit qu'il ne sait plus, que tout est possible, y compris le pire, et que selon un de ses proches, c'est compliqué d'aller à une élection en pensant que vous allez finir dans le déshonneur. Bah oui. Alors pour l'ancien président, alors là de ce côté-là on se tâte. Je n'irai que si c'est utile, bien sûr. Peut-être qu'il y a encore de l'eau qui sort de la source.
En fait, le Parisien nous rappelle que les Français, surtout, ne voudraient pas du tout d'une réédition de 2012. Et le journal évoque l'ubérisation de la politique, notamment à travers le site laprimaire.org, qui imagine un système de crowdfunding pour renouveler la classe politique et contourner le verrouillage par les partis. Et puis, à la différence des chauffeurs de taxi, là, il ne s'agit pas de concurrence déloyale, mais de démocratie retrouvée. On termine avec de la lecture, tiens. Mais oui, l'archer est un modèle pour le sage. Quand il a manqué le milieu de la cible, il en cherche la cause en lui-même. Est-ce que vous savez de qui est cette phrase ? Oui, car j'ai lu le livre de Nicolas Sarkozy. Et c'est voilà, Confucius. Et Nicolas Sarkozy l'a placé en épigraphe de son livre. Alors vous voyez l'allusion subtile, évidemment, ça vous pose une réflexion. Sur le site Slate, Jean-Laurent Casselli s'est amusé à regarder les épigraphes choisis par les hommes politiques pour ouvrir leur livre. Ségolène Royal, par exemple, avait choisi Paolo Coelho sur la capacité du guerrier à accepter la défaite. Là aussi, c'était subtil. Jean-Luc Mélenchon, alors lui, c'était Jean Jaurès. La nature et l'histoire, malgré leur brutalité et leur férocité, sont un cri d'espoir. Quant à Marine Le Pen, elle avait carrément opté pour le poète Émile Verhaeren. Et Thomas Thévenoud, se demande Jean-Laurent Casselli, ce sera Kafka, Freud ou un article du Code fiscal ? Oui, enfin c'est surtout qu'on espère que maintenant nos enfants vont aller lire des livres politiques, parce que c'est à peu près le seul endroit où ils vont encore se confronter à ces grandes œuvres qui finalement nous apprennent l'empathie, la morale. C'est pas mal. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.